Il s'agit de la dernière rencontre dans le cadre du prix Macondo. Vous avez tous pu apprécier les rencontres avec les auteurs qui ont eu lieu la semaine dernière. Là, nous avons une éditrice, Madame Brigitte Bouchard, qui vient nous rendre visite et discuter avec nous d'édition. Le prix Macondo, bon voilà, on ne va plus le représenter. C'est donc le prix littéraire des lycées français d'Amérique du Sud. Les lycéens de seconde et de première, quelques élèves de première aussi, seront jurés pour élire leur roman favori du 15 au 18 juin. Donc bravo pour tout ce parcours que vous avez fait, les élèves, jusqu'ici. C'est vraiment super d'avoir joué le jeu, je le répète à chaque fois, mais parce que c'est important. Je suis vraiment contente que vous ayez participé à ce prix. J'espère que vous vous en trouverez transformé. C'était un peu l'idée du papillon de Macondo, d'ailleurs. L'idée d'une certaine transformation qui passe par la littérature, une transformation interne, et en même temps un espace de partage qui nous rassemble au-delà des frontières. Donc, nous voici, nous à Buenos Aires. Nous avons donc nos collègues de Montevideo, Nathalie Grumbach, Frédéric Daventure du lycée Molière à Rio, Wiñay Barrios de La Paz. Et voilà pour les documentalistes. Monsieur Nicolas Primo, qui est donc enseignant de lettres à Buenos Aires, et la classe de seconde E. On voulait vraiment inviter les éditeurs et éditrices à venir nous parler de leurs livres, puisqu'on sait bien que sans éditeurs et sans éditrices, il n'y a pas de livre. On voulait vraiment laisser une place de choix, puisque le livre naît avec le travail très, très important de l'éditeur et de l'éditrice, qui fait un choix, qui travaille le texte, qui défend les livres. Et c'est un travail qui est très peu connu des élèves aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir, Brigitte. On avait Merci. pensé un petit peu cette intervention en deux parties. Dans un premier temps, que vous puissiez nous parler du travail vraiment de l'édition, de la chaîne de création du livre. Quelles étapes passe le livre, par lesquelles passe le livre de son écriture jusqu'à sa naissance et sa place en librairie ou dans nos CDI. Sont des étapes en fait que nous-mêmes ou que les élèves connaissent peu. Je pense que c'est important de pouvoir les dire. De votre parcours d'éditrice aussi, comment est-ce qu'on devient éditrice aujourd'hui? Et ensuite, une deuxième partie peut-être de l'intervention, plus axée autour du livre de Fatima Das. Comment avez-vous rencontré Fatima Das? Qu'est-ce que ce texte a éveillé en vous? Comment vous l'avez défendu et tout ça. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par ça. Peut-être que vous vouliez dire un petit mot avant de commencer? Euh, vous me parlez, oui. Oui. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment ravie. Évidemment, ça me fait un peu drôle de me retrouver devant des étudiants et étudiantes de Buenos Aires et puis d'un peu partout. Alors, donc, je vous remercie vivement et puis surtout d'avoir sélectionné le livre de Fatima Das. J'étais ravie, hein. Vraiment, elle aussi, complètement heureuse. Elle était complètement enchantée à l'idée que son livre puisse voyager comme ça. Pour elle, c'était... voilà, je crois qu'elle a dû vous le démontrer, en tout cas lors de l'entrevue, mais enfin, ça l'a beaucoup touchée. Ok, est-ce que un de mes collègues ou Nicolas Primo veut ajouter quelque chose avant qu'on commence? Alors déjà, je voulais m'excuser. Bonjour Bonjour. et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Moi aussi, hein, comme l'a dit Lola, je suis très très content qu'on puisse accueillir une éditrice et puis en plus vous avez un parcours assez particulier dont vous allez certainement nous parler. Et je voulais aussi m'excuser de mon retard. Je suis dans le lycée. Alors, les élèves sont chez eux
puisque, comme vous le savez peut-être, nous sommes confinés, mais certains enseignants doivent aller au lycée. Donc, je me trouve au lycée et bien sûr, je suis tombé sur un ordinateur sur lequel il fallait installer Zoom. Ça marchait pas. Bon, donc, je vais nous sortir mon petit ordinateur, mon petit Chromebook. Donc, pardon pour le retard et encore merci de votre intervention. Moi-même, j'ai préparé tout un tas de questions, mais finalement, Lola a tout planifié. Les élèves aussi avaient travaillé un peu là-dessus, mais finalement, c'est peut-être pas mal la façon dont Lola a tout planifié. En tout cas, merci. Merci à vous. Les élèves, si vous vouliez bien allumer votre caméra, ce serait sympa parce que là, Oui, c'est ce que vraiment, j'allais on est dire. très peu à se voir. Montrez-nous comme vous êtes en forme en ces beaux jours d'isolement. Même si vous avez un petit café ou un petit maté à côté, merci. Bonjour tout le monde. Gentil. Ouais. Alors, peut-être que vous pourriez commencer à nous raconter un petit peu votre parcours. Par quel, Alors, nous, on a fait quelques petites recherches. On sait que vous avez commencé à être éditrice à Québec, au Montréal. À Montréal, oui. Que vous avez monté une maison d'édition là-bas, puis vous êtes arrivé à Paris. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu tout ça? Écoutez, de toute façon, déjà au départ, je le dis, je ne suis pas ni stratège, j'ai jamais de plan de comète défini, donc je pourrais dire que c'est une suite de hasards, finalement, de hasards en fait menés par une passion, la littérature, finalement. Et donc, j'ai commencé à travailler en édition. Souvent, quand on arrive en édition, si ça nous intéresse, c'est souvent par des stages. Donc, c'est souvent les stages quand soit on étudie en édition, des fois, alors on envoie les CV et tout ça. Mais dans mon cas, ça n'a pas été comme ça, même si je dis ça, ça n'a pas été comme ça. Je suis arrivée parce que j'avais une belle-sœur qui travaillait en édition et qui me disait qu'ils avaient besoin d'aide, quelqu'un à tout faire ou presque. Et donc, je me suis proposé la journée d'un déménagement, à les aider à déménager des étagères. Alors, c'est pour vous dire. Et j'ai commencé comme ça et j'en suis jamais sortie. C'était une petite maison d'édition pour enfants. Et j'y suis restée quelques années. Ensuite, j'ai changé de maison d'édition et au plus j'avançais dans ce milieu, là où je travaillais, en fait, cette maison d'édition pour adultes, plus j'étais en opposition avec ce qu'ils publiaient jusqu'à ce que je réalise, en fait, cette opposition, c'était un goût qui s'affirmait et que j'étais arrivée à un point où je devais créer ma propre petite structure pour publier des auteurs que j'aime. Parce qu'il faut savoir qu'au Québec, en fait, j'ai créé cette structure, les Allusifs, en 2001, mais il faut savoir qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de littérature étrangère qu'on publiait, donc c'était surtout de la littérature canadienne, anglaise, donc des traductions de l'anglais ou de la littérature québécoise parce que c'était beaucoup subventionné, il y avait beaucoup d'aide du gouvernement. Donc, pour le coup, on publiait surtout très local, si on peut dire, pour s'assurer d'avoir des aides du gouvernement. Donc, moi, c'était de ma part, c'était kamikaze de créer une maison ouverte sur les littératures du monde parce que, en fait, j'allais pas avoir vraiment d'aide. Donc, rapidement, je n'ai pas eu le choix d'arriver en France pour faire découvrir ces auteurs, pour augmenter la part, d'avoir un marché plus important pour soutenir ces traductions parce que j'ai commencé avec des auteurs, à publier des auteurs mexicains, chiliens 2 d'ailleurs. Très rapidement, j'ai publié Jorge Edwards et Roberto Bolaño, et qui n'était pas encore publié d'ailleurs à l'époque. Alors, donc, c'est bon, il fallait payer la traduction. Et puis, le marché ici ne pouvait pas, quand je dis ici au Québec, ne pouvait pas supporter des traductions étrangères. Les ventes n'étaient pas assez importantes. Donc, je suis partie explorer le marché français et ça a pris comme ça très rapidement. J'ai trouvé un diffuseur et puis après...
le marché est devenu 85% en France et 15% ici. Et ensuite, bon, il y a eu toutes ces belles années avec les allusifs, mais évidemment, c'est difficile de porter toutes les casquettes à la fois, c'est-à-dire à la fois d'être éditeur, éditrice passionnée et en même temps être bonne gestionnaire. Enfin, dans mon cas, ça marchait pas. Il y en a qui le font très bien, mais bon, pas moi. Et donc, j'ai cherché une association une association avec une autre maison d'édition qui pouvait me permettre, après quelques années, me permettre de me consacrer encore plus à la littérature. Et donc là, je me suis associée avec une maison d'édition et ça s'est très mal passé. Alors du coup, j'ai abandonné la maison d'édition que j'avais créée au bout de 10 ans pour créer une nouvelle marque de littérature, mais cette fois-ci en France, une collection, donc Notabilia, que j'ai créée au sein du groupe Libella, mais plus précisément au sein de la maison d'édition suisse Noir sur Blanc, et la propriétaire, elle a le groupe Libella en France. Alors, à travers tout ça, là, je vous parle un peu... Il faut peut-être nous expliquer un petit peu cette particularité parce que c'est pas facile à comprendre. Donc, Libella est un groupe français, Oui, un noir sur groupe blanc. noir sur blanc. En fait, la propriétaire Vera Mielski, elle a créé Noir sur Blanc il y a 30 ans avec son mari, qui est décédé depuis. Et puis, ils avaient commencé à acheter des maisons d'édition françaises, Buchet-Chastel, Libretto, Phébus, les cahiers dessinés, enfin, au fur et à mesure. Et en fait, ils ont voulu chapeauter toutes ces maisons d'édition par un nom, par un groupe qui s'appelle Libella. Donc, ce sont des maisons d'édition principalement françaises. Libella regroupe des maisons d'édition françaises, mais dont Noir sur Blanc, qui est basé en Suisse. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça se présente. Et pour revenir aux allusifs, au départ, en fait, ce qui m'a permis, en fait, c'était assez formidable parce que j'ai publié des auteurs de différents horizons. Enfin, il y avait danois, norvégiens, italiens, beaucoup d'auteurs d'Amérique du Sud et puis des auteurs français, bien entendu, des auteurs québécois aussi. Et donc, ça m'a permis vraiment en fait, de découvrir un peu le métier avec toutes ses facettes, même si j'avais travaillé dans d'autres maisons d'édition, là, j'avais toute la responsabilité. Donc, évidemment, je travaillais souvent avec, j'avais 2 employés en général, ou une employée, une stagiaire, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, les petites structures. Et ce qui était un peu difficile, c'était d'être à cheval sur 2 pays, c'est-à-dire être basée à Montréal et devoir être présente en France beaucoup pour accompagner des auteurs, autrices dans des festivals littéraires. Parce que comme éditeur, éditrice, ça c'est une bonne part de notre boulot, de notre métier, c'est d'accompagner des auteurs. Alors, pour revenir aussi à la base, donc ça commence déjà quand on commence une maison d'édition, il faut se faire connaître un peu pour recevoir des textes, donc il faut publiciser, il faut s'organiser pour se publiciser un peu. Et quand on reçoit des textes, bah, c'est ça, il faut déjà, souvent comme plusieurs éditeurs, éditrices, en fait, on regarde les premières pages très rapidement pour savoir si on va tout de suite aller jusqu'au bout, si on a l'élan, la spontanéité d'aller tout de suite au bout du livre. Je dis ça tout simplement parce qu'il y a des livres, dès le départ, quand on commence une première page, on sait, on n'aime pas l'écriture. Donc l'écriture, moi, j'ai toujours eu besoin d'être séduite par l'écriture, mais au service d'une histoire. Donc pour moi, c'était toujours un peu l'enjeu. Et donc il y a une voix, il y a un rythme, et quand tous ces ingrédients, je peux dire, quand tous ces éléments sont réunis, bah, à ce moment-là, voilà, donc si le livre tient la route jusqu'à la fin, alors là, c'est fantastique parce que là, on s'engage à publier un livre et l'accompagner jusqu'au bout du processus. Et c'est un processus
qui commence avec l'auteur. Donc, c'est toute cette discussion parce qu'il y a souvent, en fait, je travaille beaucoup sur le texte avec les auteurs, donc souvent, il y a jusqu'à une douzaine de versions. Donc, ça m'arrive assez régulièrement, ce travail. Parfois, non. Parfois, c'est seulement le début, comment je vais suggérer parfois je vois qu'un début serait plus fort de commencer au chapitre suivant, je peux suggérer de supprimer le premier chapitre ou souvent les auteurs, c'est un peu pour se faire la main, les premières pages, donc souvent bon, pas souvent, mais c'est arrivé quoi, quelquefois. Et puis ensuite, ben, c'est ça, c'est de faire tenir le personnage, la voix jusqu'à la fin. Donc c'est d'amener l'auteur jusqu'au bout de ses possibilités, c'est-à-dire c'est toujours une discussion parce que le texte appartient aux auteurs, mais je ne suis pas la créatrice de ces textes, donc c'est une discussion. Il faut bien entendu que l'auteur soit d'accord, d'accepter ses remarques et de les changer. Et donc, il faut que l'auteur se sente en phase avec ses remarques ou qu'enfin ça percute sur autre chose. Parfois, moi-même, c'est moi qui suis surprise parce qu'en fait, en changeant, il peut amener le texte à un endroit, bien évidemment, que je n'avais pas imaginé et qui est encore plus fort. Donc, il y a tout ce travail sur le texte. Et parfois, je peux vous dire, ça peut durer jusqu'à... Ça peut être sur une durée d'un an. Hein. C'est pas des choses qui se font très rapidement. Et il y a des auteurs qui arrivent et puis le texte est pratiquement prêt. Il y a juste quelques détails à faire changer. Donc, enfin, ça varie d'un auteur à un autre, mais disons, ce n'est pas quelque chose qui m'effraie, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup. En fait, quand je sens vraiment qu'il y a quelque chose derrière, que je sens vraiment qu'on peut arriver à un bon roman, je suis prête à m'engager complètement. Donc, si je le fais, c'est vraiment parce que j'y crois. Je n'abandonnerai pas en cours de route, quoi. Je veux dire, si je m'engage, je m'engage. Par contre, pour la littérature étrangère, alors que j'ai beaucoup publié, que je publie un peu moins ces dernières années, mais que quand même, on peut dire ici au Québec, en fait, quand j'ai commencé, j'avais cette idée que je ne comprenais pas pourquoi les éditeurs ne publiaient pas plus de littérature étrangère, parce que moi, c'est ce que je lisais le plus de toute façon, c'est ce qui me passionne le plus souvent. Et il y a des découvertes formidables, il y a beaucoup d'auteurs qui n'ont pas été traduits, même dans tous les pays, des auteurs incroyables. Donc voilà, ça m'a beaucoup passionnée, mais évidemment, il faut faire confiance aux traducteurs, traductrices, à nos lecteurs, lectrices. Donc là, à ce moment-là, pour la littérature étrangère, comme par exemple... si on revient à l'exemple de Roberto Bolaño, moi, c'est Jorge Edwards qui m'en avait parlé. Et du coup, je me suis informée et là, j'ai vu, bon, Kuchli, il était déjà très connu, mais en Espagne, ça commençait, mais qui n'était... Enfin, ça commençait un peu partout, mais c'était vraiment, c'était encore très confidentiel. Donc, à ce moment-là, c'est de le faire lire à des gens, des bons lecteurs, lectrices qui parlent espagnol pour voir si on s'engage dans un livre comme ça. Et il faut faire confiance, c'est-à-dire qu'il faut connaître nos lecteurs, lectrices pour faire confiance à leur rapport de lecture. Je vous donne un exemple de l'italien. Ça m'est souvent arrivé de faire lire... j'ai 3 lecteurs, lectrices de langue italienne et je sais qu'avec une de ces 3 personnes-là, il y en a une avec qui je sais que j'aimerais pas ses commentaires. Donc, quand elle me dit qu'elle n'aime pas ça, je sais déjà que j'aimerais pas trop ça. Qu'elle n'aime pas ça, je sais que je vais aimer ça. Voilà. Donc, on travaille par opposition parfois. C'est pas si simple. Alors, donc voilà. Donc, ça, c'est pour le parcours un peu... Et puis moi, au début, avec les allusifs, c'était aussi une volonté de publier des textes courts. Donc, ça m'a guidée passablement, mais je dois avouer que j'étais piégée parce que finalement, quand on aime un auteur, on a envie de le suivre sur toute son œuvre, quoi. On n'a pas envie de le partager.
Donc, j'ai été piégée par ça. Mais bon, en tout cas, c'était la ligne éditoriale un peu désalusif de publier que des textes courts. Une ligne éditoriale que je n'ai pas suivie chez Notabilia quand j'ai créé Notabilia. Il y avait Vera Mialski, elle souhaitait ça, mais bon, moi, je m'y suis pas, j'avais pas ça, je me suis pas mise martel en tête de vouloir publier absolument des livres courts. Donc là, je ne sais pas, je suis un peu, donc coupez-moi hein, quand vous voulez. Donc là, je peux parler de toute la chaîne du livre si vous voulez, ou si vous voulez entendre un peu plus sur le choix des auteurs, je ne sais pas trop. Est-ce que les élèves ont des questions concernant le métier d'éditeur, spécifiquement là-dessus? En tout cas, je peux, pendant que vous pensez à vos questions, je peux vous dire que le métier d'éditeur, c'est un métier à plusieurs facettes. C'est beaucoup un métier de communicant et ça, je ne m'attendais pas à ce point. C'est-à-dire il faut toujours présenter le livre, l'auteur, le défendre aux différentes équipes, équipes commerciales, équipes de diffusion. Donc, il y a les représentants du diffuseur, il y a l'équipe commerciale au sein de la maison d'édition, ceux qui s'occupent de la presse, déjà les dirigeants. Alors, quand on choisit un titre, il faut vraiment être convaincu, donc être convaincu de porter le livre, de le défendre. Il faut que ça soit une foi inébranlable, quoi, parce que sinon, il y a toujours des gens qui essaient de fissurer nos convictions, d'ouvrir une brèche pour nous faire douter ou pour remettre en question nos choix. Et ça, c'est très important et d'être bien préparé. Donc, ce métier d'éditeur aussi, donc on porte nos choix auprès des libraires, dans les rentrées littéraires, par exemple, en France, on faisait des tournées pour présenter des livres aux libraires. Donc, dans plusieurs villes, on faisait ça, à Paris aussi, bien évidemment, à Montréal aussi. Et ça, c'est un peu des tournées promotionnelles. On en fait avec les auteurs et on en fait seul aussi, où on doit défendre nos choix auprès de la presse aussi, auprès des jurys de prix. Je veux dire, ça n'arrête jamais, jamais, jamais. Juana, tu avais une question? Oui, bonjour, je suis Juana. Bonjour. Et qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce que vous avez étudié pour être éditrice? Rien du tout. Alors, non, mais ça, j'ai un parcours complètement atypique. En fait, moi, c'était la philosophie et puis les langues qui m'intéressaient. Donc, c'était pas, j'avais pas en tête, en fait, l'édition, même si j'aimais beaucoup lire. C'est vraiment le hasard, parce que j'entendais ma belle-sœur me parler. Elle travaillait, elle s'occupait, elle travaillait du côté commercial pour la petite maison d'édition jeunesse à l'époque, quand j'ai commencé. Et quand je la voyais arriver avec ses livres qu'elle défendait, comment elle en parlait, je trouvais ça passionnant. Et donc, on discutait beaucoup. Et puis, un jour, je lui ai dit, bon, au fait, je crois que c'est ça que j'ai envie de faire si jamais il y a une ouverture. Mais je n'ai pas cherché, en fait. Elle m'a juste dit, bah, je crois qu'il y aurait une possibilité si tu veux passer. Et c'est comme ça. En fait, j'ai saisi la chance au vol, quoi. Mais sinon, le parcours, bien évidemment, maintenant, il y a beaucoup, d'ailleurs, je suis allée rencontrer souvent des étudiants maintenant à l'université qui étudient l'édition. Maintenant, il y a des cours qui se donnent carrément en France sur le métier. Donc ça, et puis c'est souvent un parcours littéraire. Si je peux voir les gens qui ont travaillé avec moi, c'est souvent un parcours littéraire. Là, je l'ai annoncé dernièrement. Je viens de quitter Notabilia pour commencer une agence littéraire. Et celle qui a pris ma place, qui est Manon Frappa, qui a travaillé avec moi 2 années auparavant que j'ai formé, mais
Elle a pas du tout une formation en édition, elle est ethnologue. Alors donc, il y a différentes façons d'arriver à l'édition. Je crois que, moi je dis qu'il n'y a pas de parcours absolument idéal. Je crois que c'est surtout, évidemment, bon, on recrute beaucoup des stagiaires qui écrivent bien et qui possèdent en général, qui maîtrisent 2-3 langues. Surtout en France, parce que si vous maîtrisez l'espagnol, par exemple, c'est sûr, c'est un atout de plus. Si vous maîtrisez en plus l'anglais, c'est très bien. Donc, c'est surtout, je pense, à l'écrit que ça se joue un peu et dans la débrouillardise, si on peut dire, de voir, ben, vous le savez mieux que moi, hein, maintenant les réseaux sociaux, on s'en sort plus, donc on doit faire beaucoup de promotions qui passent par là. Donc quand souvent maintenant on prend des stagiaires, on va aller les chercher du côté qui maîtrisent beaucoup les réseaux sociaux, plusieurs langues, qui s'intéressent à la littérature, voilà. Donc, je pense que c'est plus la passion qui nous mène là. Moi, je vois les jeunes éditeurs qui viennent d'arriver, c'est vraiment des passionnés complètement, qui ont vraiment une bonne base littéraire, qui ont beaucoup lu. Voilà. Même, je dirais, le cinéma aussi aide. Et maintenant, il y a des séries qui nous aident, qui changent beaucoup hein, pour les auteurs, qui changent leur façon d'écrire, et nous aussi dans notre façon de lire maintenant. C'est des parcours assez atypiques, hein, l'édition. J'adore ce message d'espoir pour toutes les personnes qui ne veulent pas s'engager dans des parcours de gestion pour arriver à un métier lié à la culture. C'est incroyable, il reste encore de l'espoir. Ah oui, non, non, moi, bon, je crois qu'il y a des gens qui sont assez doués là pour peut-être faire les deux, qu'ils y arrivent. Moi, je connais des éditeurs, des éditrices qui arrivent à très bien manier les deux, mais je crois qu'on peut toujours trouver des gens sur lesquels on peut s'appuyer, qui sont plutôt de très bons gestionnaires, et nous consacrer un peu plus à la culture, parce que c'est quand même passionnant de rencontrer des auteurs et puis pouvoir je sais pas, tenir des conversations avec eux, se nourrir je sais pas, de leur lecture. C'est-à-dire déjà en littérature étrangère, quand on découvre un auteur, c'est souvent pas lors de son premier livre. Des fois, c'est arrivé au 3e, 4e livre. Il faut déjà découvrir les autres livres. Il faut ses références. Il faut avoir envie de les découvrir aussi. Donc, je veux dire, c'est infini. Hein. Donc, pour moi, les chiffres, si quelqu'un d'autre peut s'en occuper, je suis très heureuse, quoi. Oui, et puis souvent dans les petites structures, c'est un métier à 1000 têtes, à 1000 casquettes, dans lesquelles on charge des livres du camion, on les emmène au festival, au salon du livre, en même temps on est communicant auprès des libraires, en même temps on est lecteur, c'est vraiment un métier à 1000 casquettes. Oui. Quelles seraient d'autres questions des élèves? Spécifiquement sur le métier? En fait, je dirais aussi enfin, si on doit terminer là-dessus sur le métier de l'édition, c'est très important de connaître les gens avec lesquels on travaille, que ce soit les traducteurs, traductrices, de ne pas travailler qu'à distance avec eux, de découvrir, de rencontrer. Moi, je sais aussi j'ai vu combien de personnes arrivaient en édition aussi parce qu'ils se passionnaient pour un auteur qui n'avait jamais été traduit et qui le suggéraient des éditeurs et qui sont arrivés comme ça en édition. Donc, c'est pas... il y a... Ou qui ont décidé de traduire l'œuvre, ou qui sont devenus traducteurs, traductrices, ou en fait, c'est... évidemment, il y a des écoles de traduction, mais il y en a plusieurs qui sont arrivées qui ont commencé comme ça. Je connais une excellente traductrice du polonais, même de l'espagnol, Robert Amuccio, qui a traduit toute l'œuvre de Bolaño, entre autres. Lui, il a commencé comme ça parce qu'il a découvert des œuvres qu'il avait envie de faire
connaître et puis à commencer à les traduire. Donc, il y a plusieurs façons d'arriver dans le milieu de l'édition. En fait, c'est pas trop compliqué, il faut juste bien s'accrocher, quoi. Lola, moi j'avais une question éventuellement si je peux en poser une. Alors, vous m'avez entendu? Oui. Oui, on t'entend. Oui, ok, très bien. Vous venez nous dire que vous aviez créé depuis peu une agence littéraire que vous avez choisi d'appeler le Monde Charge Culturel. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce métier d'agent littéraire? Parce que nous, ce qu'on a en tête, bon, par exemple, tout à l'heure, vous parliez de séries, il y a une série qui s'appelle 10%, on voit des agents, mais c'est déjà ces agents pour des acteurs. Là, c'est pour des écrivains. Et peut-être dans le choix que vous avez donné, enfin dans le nom que vous avez donné à votre agence littéraire, c'est le Monte Charge. Alors, Monte Charge, c'est Monte Cargas, je crois, en espagnol. Vous dites culturel plutôt que littéraire. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet adjectif-là, culturel plutôt que littéraire? Parce que j'ai commencé il y a 6 ans, je crois, en 2016, donc il y a 5 ans, à faire de la programmation culturelle pour un festival que j'ai créé à Paris qui s'appelle Un week-end à l'Est. Alors, le temps d'un week-end allongé, on met, c'est-à-dire on invite une ville, la culture d'une ville de l'Est est à l'honneur. Donc, sur toutes ses facettes, au départ, ça devait être que littéraire, que des rencontres avec des écrivaines, mais rapidement, on a débordé sur les arts visuels, le théâtre, la musique, la danse. Donc, je me suis dit, bon, c'est un festival que je continue comme directrice artistique parce qu'en fait, mon bureau à Paris était situé à la librairie polonaise sur le boulevard Saint-Germain. Et donc, cette librairie, elle est, en fait, qui était comment je pourrais dire, qui était un lieu de prédilection en fait pour les lecteurs polonais, les lectrices polonaises, mais rapidement qui était abandonné parce que la nouvelle génération en fait fréquente plus la librairie. Donc c'est un endroit fantastique qui est très beau, vraiment qui est chargé d'histoire. Et moi, ça me rendait un peu triste de voir cet endroit déserté de plus en plus. Alors je me suis dit, il faudrait l'animer. Et puis je m'entends très bien avec la directrice de la librairie, qui est une collègue de travail, parce que du coup, on se côtoie quand même passablement. Et donc, j'ai proposé à Behram Yazki, à qui appartient cette librairie, de créer un festival sur un week-end, inviter une ville de l'Est. Donc, on a commencé avec Varsovie, on a fait Kiev, Budapest. Là, cette année, on fait Sofia. Donc, c'est ça. On a fait Belgrade aussi l'année dernière. Il n'y a pas eu d'édition, bien entendu, à cause de la pandémie. Mais donc, c'est pour ça le choix culturel, parce que je continue à faire ça. Je ne sais pas si je vais continuer encore longtemps, mais disons que je me suis découverte une passion et c'est fantastique parce qu'on invite beaucoup d'auteurs des pays concernés et je découvre des voix incroyables que je ne publie pas, mais je découvre d'autres voix. Donc, du coup, c'est assez stimulant. Donc, c'est pour ça culturel, parce que c'est pas que littéraire. Mais évidemment, j'ai hésité parce que en fait, la principale activité du Monde Charge, c'est littéraire, quoi. C'est d'agent. Alors, et pour revenir à la première partie de votre question, vous vous demandiez quelle était la différence En quoi consiste le métier d'agent littéraire? Est-ce qu'il s'agit d'accompagner par rapport, je sais pas, à la signature de contrats avec des maisons d'édition, certains auteurs? En quoi ça consiste, en fait? En fait, moi, j'ai décidé de devenir agente littéraire parce que, bizarrement, j'ai trouvé qu'il y avait des limites à être éditeur, éditrice, d'une certaine façon, parce que, comme par exemple, Fatima Das, d'ailleurs, dont on va parler, quand on découvre une nouvelle voix, bon, évidemment, là, je l'ai publié chez Notabilia.
mais on a envie de l'accompagner un peu partout. Et puis, donc, on ne sait pas si le groupe dans lequel moi je faisais partie, où j'avais créé la collection, allait pouvoir suivre Fatima comme ça sur des années. Je veux dire, il est possible que Fatima change de maison d'édition pour son prochain roman, peut-être pas non plus, mais ce que je veux dire, c'est, en fait, je trouvais que devenir agente littéraire, on pouvait embrasser toute une œuvre, c'est-à-dire suivre l'auteur, prendre toute son œuvre et la suivre. Par exemple, Sophie Divry, que j'ai découverte, je ne sais pas trop, je crois en 2007, que j'ai publié, La Côte 400, qui est une autrice française remarquable. Donc, j'ai publié toute son œuvre, mais elle a publié un essai l'an dernier au Seuil, 5 mains coupées, qui est formidable, un essai sur les gilets jaunes. Et c'était vraiment bien fait. Et ça me fait, j'ai trouvé ça difficile de la voir partir dans une autre maison d'édition pour son essai. Et je la comprends. En fait, je la comprenais, on en a discuté parce que chez Libella, il n'y avait pas de collection d'essais vraiment forte pour soutenir son essai. Moi, j'avais déjà publié son essai littéraire, mais là, ce n'était pas un essai littéraire. Donc, ça me questionnait beaucoup de voir des auteurs comme j'ai un auteur italien qui m'a suivi dans l'agence, qui lui, je sais, veut partir dans une autre maison d'édition qui lui fait de l'œil, des choses comme ça. Donc, peut-être que je vais le garder aussi chez Notabilia. Actuellement, on a reçu plusieurs offres, c'est à voir. Mais ça me permet, pour Josué Kalachura, par exemple, j'avais publié tous ses livres depuis le début. Je l'ai découvert. Donc, j'avais commencé aux allusifs. J'en avais publié plusieurs. Et là, plusieurs de ces livres étaient indisponibles, mais je voulais continuer à les publier chez Notabilia. Donc, j'avais repris Malacarné, j'avais fait un tête bêche avec Urbi et Torbi quand je l'ai publié. Mais je ne pouvais plus continuer. J'avais même proposé une nouvelle collection poche pour pouvoir aller publier des anciens titres. J'avais publié pour les... Mais ce n'était plus possible. Alors là, je me suis dit, bon, il y a des limites. Si tu veux continuer, je ne voulais pas abandonner mes auteurs. Donc, en fait, j'ai décidé de devenir agente littéraire parce que pour le coup, on fait partie des décisions éditoriales. Et je continue, c'est agente littéraire au sens anglo-saxon, c'est-à-dire que je travaille sur les textes. Comme là, pour Fatima Das, je participe à toutes les décisions de Fatima, d'accepter ou pas de ses participations dans les festivals, les articles qu'elle écrit, de discuter de son prochain projet d'écriture. Et c'est beaucoup plus prenant, je dois avouer. C'est plus chronophage, mais en même temps, c'est très passionnant. Merci. Je sais que Philippe avait une question sur le côté visuel du livre. Est-ce que tu veux bien nous poser ta question? Oui. Et, bonjour, je suis Philippe. Bonjour. Et est-ce que vous croyez que c'est important que le livre soit attirant Ah à la oui. vue? Ah oui, oui. Moi, c'était, je me suis battue avec ça pendant des années, parce qu'en fait, c'est ça, pour moi, j'accorde énormément d'importance au visuel. Et bizarrement, je vous dirais que quand j'ai créé les allusifs, si la maison d'édition a été remarquée dès le départ, c'est vraiment grâce au visuel, parce qu'il y avait, on pouvait aimer ou ne pas aimer cette construction à la base. Ça, tous les goûts sont dans la nature, ça y est, c'est pas un souci. Mais au moins, quand les gens rentraient, quand les lecteurs, lectrices arrivaient en librairie, il était facilement identifiable. Et si on avait aimé un de cette maison d'édition, on était attiré vers les autres. La Est-ce même que vous chose auriez des livres peut-être à nous montrer là? des allusifs, oui, Oui. j'en ai. En fait, voilà. Ouais. Alors, donc, ça a évolué au fil des années. Par contre, alors, quand j'ai commencé avec les allusifs, c'était cette construction, vous voyez, un peu. C'est pour ça que je disais à la base, comme ça. Et ici.
Voilà, ça c'était recto verso. Alors au début, j'étais beaucoup critiquée parce qu'il y avait toujours une citation là comme ça sur le livre. Et ensuite, on a décidé de faire, ça a évolué, on a décidé de laisser tomber la bande de couleurs pour faire photo pleine page. Ça, c'était aux allusifs toujours. Et après, on a décidé de se renouveler complètement, mais en gardant toujours le cercle. Et donc là, on a décidé d'abandonner l'idée de la citation à la verticale, comme ça. Donc là, ici, on peut voir que j'ai travaillé, ici, c'était une photo toujours, je travaillais toujours avec le même photographe, Serge Clément, j'allais piger dans ses photos, donc je choisissais une photo avec le photographe en fonction de l'histoire. Ici, c'est un illustrateur que j'aime beaucoup, Alain Pilon, à qui j'envoyais le roman et lui créait un visuel. Donc on voit, ce sont à chaque fois, ce sont des montages. Voilà, donc là, c'était un illustrateur qui faisait ça. Et après, après, pour les notabilia, il y avait... Qu'est-ce que je pourrais bien prendre Bon, enfin, bref, je vais prendre celui-là. Bon, c'est pas... Alors, pour Notabilia, il y avait... là, c'est le graphiste qui faisait le visuel. Donc, ici, c'est une firme qui s'appelle Paprika. Donc, il y avait toujours un élément rouge. Là, ici, on voit une petite coccinelle qui a percé la feuille. On voit que la feuille, si on regarde bien, il y a deux visages chaque côté, un visage de chaque côté. Et on retrouvait toujours l'élément rouge en 4e de couverture. Mais il y avait pour des auteurs comme Gaëlle Josse, une autrice française, on faisait, donc ici c'était la couverture, une femme en contre-jour avec cet élément rouge, et après on a décidé de placer une jaquette finalement. Parce que le commercial trouvait que c'était pas assez punchy l'autre, mais bon, j'étais là pour le coup, c'est l'histoire de Viviane Mayer, la photographe, donc là c'était pertinent de mettre une de ses photos. Et donc là, on retrouvait un peu l'idée du rouge, on reconnaissait un peu la ligne éditoriale de Notabilia. Mais pour moi, il y avait toujours une page rouge, aussi la page de garde rouge. Alors donc ça, c'était un élément important. Et ça, rapidement, le commercial trouvait que la page rouge, ça n'avait aucune importance, en fait, c'est très difficile parce qu'eux, ils ont des goûts un peu ce sont des gens qui essaient d'aller sur la masse le plus possible, sur une moyenne. Donc, c'est très difficile de toujours faire passer nos goûts. Mais bon, je n'ai jamais rien lâché, là, mais c'était pas évident. Mais oui, pour revenir à votre question, oui, c'était... je peux vous dire que je me suis fait beaucoup d'ennemis dans les équipes souvent parce que je n'ai jamais lâché mes goûts. En fait, j'ai toujours insisté. C'est indispensable pour nous de voir qu'il y a une unité visuelle Oui, c'est parmi ça. tous les livres. Visuel. Je n'ai pas vu les livres des allusifs, je suis très contente de les voir. En revanche, peut-être certains élèves avaient pu voir d'autres livres de la collection Notabilia, donc vous voyez qu'il y a une vraie unité. Là, d'ailleurs, c'est une autrice argentine, Paula Poroni, que j'ai publiée ici. Alors, est-ce qu'on peut commencer à parler du livre de Fatima Das? Est-ce que j'aimerais bien laisser la parole aux élèves, savoir s'il y a des questions sur ce sujet? Moi, j'ai une question. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Christina et je voulais savoir quel rôle peut avoir un éditeur vis-à-vis de l'écriture ou l'amélioration d'une autobiographie. D'une autobiographie? Oui. Donc, le livre de Fatima. Écoutez, moi, Fatima, c'est dans l'exemple précis de Fatima actuellement, hein, c'est ça?
Je vous entends mal, en fait. C'est ça? Oui. Oui, OK. Dans le cas de Fatima. Écoutez, moi, dans le cas de Fatima, je vais répondre un peu à la question de Lola, puis en même temps, je réponds à votre question. En fait, moi, quand j'ai découvert Fatima, parce que en fait, je faisais partie d'un jury de master à Paris 8 pour les finissants en création littéraire. Et dans ce temps-là, on doit lire plusieurs manuscrits, donc des élèves qu'on va juger, si on veut, leur travail. Et donc, j'avais lu le travail, le livre de Fatima. Comme vous le savez, c'est un pseudonyme, elle a dû vous le dire, ou vous le savez déjà, sans doute. Fatima Dast, c'est un pseudonyme. Et quand j'ai lu le livre, je me souviens que, bon, je suis même devenue fébrile parce que déjà la façon dont elle avait rythmé, il y avait une voix très présente dès le départ dans sa façon de déplier justement son identité à chaque chapitre, d'en dire plus et de nous accrocher complètement. Et en fait, moi, ma crainte était, quand j'ai commencé à lire ce livre, c'est de dire, mon Dieu, pourvu qu'elle tienne jusqu'à la fin, parce que c'est souvent ça qui nous arrive, les grosses déceptions, souvent, c'est de commencer avec un très, très, très bon roman, très bon livre, très bon récit, et puis d'être déçu parce qu'il va y avoir un écrasement au milieu ou à la fin, ça fait que le livre ne tienne pas la route, ne tienne pas. Mais elle a tenu vraiment sa voix, la voix jusqu'à la fin, ce qui était franchement impressionnant. Et donc, oui, il y a une bonne part d'autobiographie, mais pas que, pas vraiment. Et là, c'est là que je vais répondre à votre question, parce qu'en fait, quand elle est venue soutenir à sa soutenance, donc quand elle est venue défendre son travail. Et moi, c'est ce qui m'a ébloui, je dirais, c'est qu'elle a parlé de son travail d'écriture. Elle a beaucoup parlé d'écriture. Elle a parlé comment ses choix, sa construction, pourquoi elle revenait comme ça, comme un leitmotiv avec ce nom qu'elle déclinait. Et donc, c'est ça. Et pour elle, ce rythme essoufflé, ce rythme asthmatique, elle a voulu faire sentir par des phrases très courtes. Donc, on parle vraiment d'une vraie construction littéraire. Donc, on n'était pas dans une autobiographie pure et dure comme ça, parce que moi, je ne crois pas que j'aurais été la bonne personne pour l'accompagner dans ce projet. Donc, on était quand même dans une bonne partie du livre, ça, je ne sais pas si Fatima de vous le dire, mais il y a une bonne partie du livre qui n'est pas autobiographique. Hein. C'est pas qu'autobiographique. Elle n'a pas le même nombre de sœurs dans la vie que dans le livre. C'est pas tout qui se passe comme ça, même si, bien évidemment, c'est inspiré en bonne partie et en grande partie par ce qu'elle a vécu. Hein. Donc, voilà. Oui, Yara, elle nous a dit, Fatima, l'autre jour, que c'était pas une autobiographie qu'elle avait écrite, c'était un vrai travail de fiction, même si c'était largement basé sur ses expériences personnelles, le personnage de Fatima restait bien un personnage. Oui, oui, absolument. Et elle continue. Et vraiment, quand elle a présenté ce travail, je dirais que c'est elle parmi les... Enfin, je ne sais pas combien il y avait d'élèves ce jour-là là, qu'on a pu voir, mais en fait, c'est elle qui était la mieux préparée, même dans ce qu'elle nous a préparé. Je veux dire, c'était extrêmement structuré. Je veux dire, on ne parle pas de quelqu'un qui... Je veux dire, elle avait pris de la distance avec ce qu'elle avait vécu. Donc, elle avait pris déjà de la distance et ce n'était pas qu'un bloc de douleur, de toute façon, ou un bloc de vouloir, voilà. Et d'ailleurs, on le voit dans le livre parce qu'il y a beaucoup d'humour dans le livre.
je ne sais pas si vous avez perçu l'humour dans son livre, mais il y en a quand même à plusieurs endroits. Donc, et ce n'est pas un livre politique non plus, dans le sens qu'il y a un vrai engagement aussi de sa part, comme elle le dit, si bien de vivre avec ses multiples identités, de ne pas faire un choix. Mais c'est ça. Et puis même en choisissant justement de prendre le nom du personnage de son roman, elle multiplie les interprétations. Donc on est toujours dans la fiction finalement. Et c'est un choix bien réel. On en a beaucoup discuté. Donc, et moi, je n'ai enfin jamais adhéré à l'idée qu'un auteur ou une auteure puisse choisir un pseudonyme. J'ai jamais aimé ça, moi. Je me dis, bon, que la personne assume ce qu'elle a écrit. Et en fait, avec elle, elle m'a convaincue parce que ça prolongeait son personnage. Donc, on parle vraiment de personnage, quoi. Et maintenant, j'ai même du mal à l'appeler par son vrai nom. Hein. Même moi, je me suis fait prendre son jeu. Il va être 11h30. Est-ce qu'il est possible pour tout le monde de prendre encore 10 petites minutes? Nicolas, est-ce que c'est d'accord pour toi? Oui, et puis de toute façon, j'ai 2 heures avec les élèves. Alors, ce que je ferai après, je dis pour les élèves, au bout des 10 minutes, j'aimerais bien qu'on se retrouve sur le Meet habituel du cours. Donc, je vous parle un petit peu du reste de la semaine, mais je vous garderai pas longtemps, juste 5 minutes. Mais j'aimerais bien, oui, il y a d'autres choses certainement à dire, si Madame Bouchard a encore un peu le temps. Oui, oui, absolument. Ça fait plaisir même. Bon, très bien. Donc encore 10 minutes, un quart d'heure, et puis après, enfin bon, voilà. Parfait. Alors, je crois que Juan avait une question. Est-ce que tu peux la poser? Comment? Non, Juan, pas Juana. Juana, on la garde pour Ah, la fin. Pardon. ok. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir pourquoi dans la couverture il y a une crosse rouge et colorée dans une atmosphère un peu obscure et s'il y avait un symbolique qui était peut-être relié à Fatima, au personnage. Oui, absolument. C'est assez symbolique comme couverture, dans le sens que on voulait je sais pas si j'en ai une autour de moi là, mais non, je pense que non. Mais en fait, on voulait en fait, c'est un peu pour dire que c'est comme un bouquet, c'est comme une famille, si on veut, l'interprétation d'une famille, et puis qui a la petite brebis noire, si on veut, le canard boiteux, enfin, on peut imaginer ce qu'on veut dans le... Et donc, mais c'est cette fleur-là qui a le plus de vie, qui a le plus envie de vivre et qui va vivre, qui va le plus s'épanouir que toutes les autres, qui acceptent de rester stigmatisées, qui acceptent de perpétrer les traditions sans se questionner, qui acceptent de vivre encore sous une chape de plomb sans... justement, vous avez parlé de côté obscur, dans un certain obscurantisme, et je parle pas, je parle autant pour une rectitude bien française aussi, c'est-à-dire de ne pas être capable de recevoir l'autre aussi, que de la part qu'au sein même de la famille. Donc, c'est un peu ça, de dire qu'elle veut exister, elle veut continuer à vivre, elle va exister coûte que coûte, quoi. Vous savez, c'est un peu comme des endroits qui sont tout bétonnés. Parfois, on arrive à un endroit, puis tout a été bétonné, rasé, il n'y a plus de parc, il n'y a plus rien. Et puis, c'est bétonné, mais on voit quand même soit une mauvaise herbe qui va sortir d'une fissure, ou il y a toujours... la vie qui reprend ses droits, quoi. Merci beaucoup pour ta question, Juan. Bonjour, moi j'aurais une question. Je m'appelle Valentine. Oui. Je voulais savoir, quand Fatima Das vous a présenté son livre, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous aviez pensé que ce serait
un livre particulièrement bon, peut-être je sais pas, un des meilleurs livres que vous auriez publié, ou vous pensez juste que c'était un bon livre parmi d'autres? Ah non, je savais que je savais. Mais je dois vous dire que moi, je le savais, mais c'est difficile de convaincre les autres. Alors, c'est ça qui est compliqué parce que même si on y croit, moi, je peux pas, avec ma volonté le matin, quand je me lève, porter ce livre-là seul à bout de bras, hein. Alors, donc, on a besoin du soutien des équipes autour de nous et c'était ça qui était dur à vivre finalement, parce que moi, je savais, vous savez, quand on lit un livre qui c'est extrêmement fort, on se souvient du lieu où on l'a lu, l'heure, à quel point on était captivé, que plus rien n'existait autour. Alors, c'est tout ce que j'ai ressenti. J'étais même extrêmement fébrile en sortant de cette lecture. Et je me souviens, je m'étais dit, en plus, elle réussit à sa soutenance, c'est-à-dire, si elle le défend bien, pour moi, c'est sûr, je le publie. Et c'était le cas. Donc, je lui ai proposé tout de suite une publication. Et c'était plutôt souffrant parce que je l'ai contactée très rapidement le lendemain, je pense, de sa soutenance pour la publier. Et puis, elle m'a dit qu'elle prendrait l'été pour y réfléchir. Je pense qu'on était un 16 ou 17 juin, je ne me souviens plus trop. Enfin, mi-juin. Elle prendrait l'été pour y réfléchir pour le mois de septembre. Elle ne m'avait toujours pas donné une réponse. Donc, je l'ai rappelée, me questionnant quand même. Et là, on s'est rencontrés, j'y ai parlé. Et puis, j'y ai dit, hein, il faut déjà, même si moi, j'y croyais à fond, ce n'était pas un gage de succès pour autant. C'est sûr que j'allais essayer de contaminer un maximum de personnes, mais ce n'était pas gagné. Et il y a quand même eu de la résistance, mais je pourrais dire qu'à partir du moment où Fatima a décidé d'être publiée, parce qu'au début, elle ne voulait même pas apparaître, hein, elle ne voulait pas défendre son livre. Donc, je me disais, oh là là, dans quoi je m'embarque? Mais je me suis dit, j'y vais quand même parce que justement, je trouvais le livre trop fort. Je me dis, bon, le livre vivra de lui-même. Et finalement, ben, peu à peu, les gens ont commencé à bien réagir, surtout les libraires, très rapidement. Bon, évidemment, des personnes de l'équipe, ça fait, c'est ça, ça fait boule de neige. Et bon, évidemment, on peut jamais anticiper un succès complètement, mais disons que pour celui-ci, je ne suis pas surprise, quoi. Où je suis surprise, c'est de découvrir les possibilités de Fatima. C'est-à-dire, elle se réinvente constamment. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement, c'est une personne très humaine, très engagée. Et ça, c'est très stimulant, c'est très motivant pour moi de l'accompagner dans sa vie comme ça, extérieure. C'est assez fascinant. Donc ça, c'est la surprise, je vous dirais. D'accord, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. On va prendre peut-être 2 petites dernières questions. Oui, bonjour. Bonjour. Avant, vous nous avez dit que vous donniez des commentaires aux auteurs pour qu'ils fassent des changements. Est-ce que vous avez dû faire des commentaires sur le livre de Fatima? Très peu, en fait. Très, très peu. Parce que j'en ai fait. Elle a changé des choses. Il y avait des choses que je me questionnais sur des agencements. Elle a changé l'agencement de la présentation. Je trouvais que des fois, qu'il y avait des scènes qu'on aurait dû lire avant pour mieux comprendre ce qu'on était en train de lire. Donc, j'y ai proposé plutôt de réagencer son texte. Et des fois, en la questionnant, elle m'a parlé de scènes qui n'étaient pas dans le texte. Mais je disais, ça, c'est trop bon, il faut que tu mettes ça dans le texte, quoi. Des choses comme ça. Donc, c'est l'ordre de discussion avec elle. Donc, disons qu'on a dû faire 2, 3 allers-retours. Mais l'écriture,
était déjà là, comme ça, je veux dire, dans la construction, sa façon, la voix, elle était très forte, donc on n'a pas eu à... Moi, ça va m'arriver, par exemple, lors de lecture de livres, de faire déplacer, de voir un personnage qui est beaucoup plus intéressant que le personnage principal et de dire à l'auteur, ben voilà, c'est ton personnage, tu le tiens, c'est pas celui-là, tu vois, c'est... Donc, c'est ça. Mais avec elle, oui, c'est ça, c'est... Merci beaucoup. Mais en fait, elle est beaucoup dans la discussion. Effectivement, vous avez dû voir, elle a une ouverture très, voilà, très grande ouverture. Et puis moi, ben, j'apprends beaucoup d'elle. Donc voilà. Juana, je te redonne la parole. Juana, tu avais une dernière question? Ok, ok. Si vous travaillez dans une maison d'édition, est-ce que vous savez le choix des livres que vous voulez éditer ou il y a quelqu'un supérieur qui vous impose ce que vous avez éditer? Ben, c'est-à-dire que puisque j'ai commencé en édition, on m'a imposé les choix, mais c'était normal, hein, j'avais tout à apprendre. Fait que ça, on joue le jeu parce que en fait, bon, je veux dire, quand on n'a jamais travaillé en édition, tout est bon à prendre. À partir du moment où on a les deux pieds dedans, il faut essayer de suivre un peu les choix des éditeurs sur place et de comprendre quels sont leurs enjeux, quels sont les enjeux de la maison d'édition, la ligne éditoriale et tout ça. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai décidé de créer ma maison parce que ça arrive à un certain moment où on est arrivé au bout, où on est trop opposé au choix des éditeurs. On se dit, ben là, ça tient plus la route, donc je vais créer ma propre boîte ou ma propre collection. Mais évidemment, depuis que j'ai créé des allusifs, il n'y a jamais personne qui m'a imposé un choix. Jamais. Chez Notabilia, on a discuté de mes choix. C'est-à-dire, on a remis en question mes choix, mais on ne m'a jamais imposé un choix. On ne m'a jamais imposé un livre. Mais bon, après... ben, je sais pas, au bout d'un certain nombre d'années, on devient assez sûr de ses choix, puis on a eu quelques succès. Donc, en même temps, vous savez, c'est un peu vertigineux à chaque fois faut pas trop en être conscient hein, quand on a un choix. Et puis souvent, moi, dans des maisons d'édition, par exemple, Manon, là, qui a pris le relais, on discutait, j'y faisais lire beaucoup des textes que je choisissais, puis on discutait ensemble. Et parfois, elle était... complètement en désaccord, mais j'aimais entendre pourquoi elle était en désaccord et c'était très constructif pour moi aussi. Ce désaccord était constructif et je trouvais que maintenant, elle était devenue assez forte pour suivre les auteurs que j'avais déjà choisis. Elle en aime plusieurs, mais d'autres qu'elle aime moins, que je sais qu'elle ne suivra pas. Mais en même temps, c'est normal. Hein, quand il y a une collection comme ça, on y va selon la personnalité de l'éditeur. Mais là, pour jusqu'en 2022 ou à peu près, là, elle est avec mes choix. Mais oui, on est pris avec ça. Mais on découvre... mais c'est important de passer par cet exercice de voir quand on travaille dans une maison d'édition, de voir comment les éditeurs doivent s'impliquer totalement dans un processus éditorial, parce que le processus, je ne vous en ai pas parlé, mais de fabrication aussi, qui est long, fastidieux, qui est très fastidieux d'ailleurs. Et donc, c'est important de connaître toute la chaîne comme il faut avant de se lancer à créer sa propre collection ou sa propre maison d'édition. Voilà. Bon, je pense qu'on arrive à la fin de cette rencontre. Vous avez répondu à beaucoup de nos questions. Frédéric, tu voulais dire quelque chose? Vas-y. Oui, bon, déjà, un grand merci, Brigitte. Hein, on a fait un grand voyage. C'est génial. Alors, moi, je voulais vous poser une question. Qu'est-ce qu'un succès, finalement?
Ben, c'est une bonne question parce qu'en fait, pour moi, un succès, ça peut être d'avoir, dans ma vie, d'avoir découvert Roberto Bolaño, dont j'ai vendu pratiquement rien, mais pour moi, c'est un succès. Donc, le succès ne passe pas nécessairement par les ventes pour moi, en tout cas dans mon cas. Hein. C'est plutôt une satisfaction de lectrice. C'est comme voilà, avoir son propre trophée, d'avoir découvert justement Fatima. Moi, je pense que ça passe plus par là pour moi. C'est plus quand des lecteurs, des lectrices m'écrivent puis me disent ah, c'est formidable cet auteur, ce que ça l'a, en fait, ce que ça l'a apporté. Pour moi, c'est ça qui est le plus important, c'est de rencontrer des lecteurs, des lectrices et de voir à quel point ça a pu les transformer. Donc, pour revenir au choix de Macondo dans le titre, le choix du nom du prix, c'est la transformation chez les autres d'un auteur qu'on a découvert. Et pour moi, c'est ça, ça passe par le succès. Ça passe pas par le nombre d'exemplaires vendus. Vous savez, quand on vend, parce que j'ai eu, là, j'ai plus cette casquette maintenant comme agente littéraire, et ça m'ennuie terriblement. Je vais, parce que, je sais pas, je vais parler d'un livre, je sais pas, je vais donner un exemple, Je suis Kalachura, on va me dire, oui, mais combien de ventes tu as eu? Mais je sais pas, mais je vais m'informer, mais si je dis 10 000, peut-être que pour les Allemands, 10 000, ça veut rien dire. Et peut-être pour, je sais pas, le Danemark, ça veut dire beaucoup. Je veux dire, pour moi, je veux dire, l'auteur, puis peut-être que moi, je vendais plus Josui Kalachura en France et au Québec, en France surtout, qu'en Italie dans son propre pays. Et en fait, il était sur des prix très importants. Il en a reçu des plus importants. Puis on est en train de faire en sorte qu'il devienne un auteur de littérature étrangère incontournable. Et puis, ce n'est pas parce qu'il avait vendu beaucoup, c'est parce que j'ai aimé sa voix, j'ai aimé son écriture. Pour moi, c'est une voix qu'on n'oublie jamais, qu'on n'oubliera jamais. Et pour moi, ça passe par là. Donc, par contre, pour d'autres, le succès va dire en termes de vente, que bon, vendu dans 30 pays, 500 000 exemplaires, 1 million d'exemplaires. Bon, moi, ça n'a aucune importance en fait. Merci beaucoup, c'est très, très riche et très inspirant comme réflexion. Je vous pose la petite question traditionnelle qu'on pose à chacun de nos intervenants et chacune de nos intervenantes. Qu'est-ce que vous auriez pu voir comme film, écouter comme musique ou lu comme texte que vous pourriez recommander à nos élèves là aujourd'hui? Quelque chose que vous auriez vu, entendu récemment, qui vous aurait touché? Qui m'aurait touché. Dernièrement, oh là là, j'ai écouté un très vieux film que j'avais jamais écouté, La Grande Bouffe, qui était une espèce de pastiche, on peut dire, sur c'est un peu une critique de la société bourgeoise, mais c'est assez dégoûtant. Je ne sais pas si je devrais suggérer ça complètement. Non, mais moi, un peu, là, ce que je me suis laissé prendre un peu comme tout le monde par... j'écoute pas beaucoup de séries parce que je trouve ça trop chronophage, mais des séries où je sais qu'il y a 6 ou 7 épisodes puis on me dit que c'est très bon, je le fais. C'est The Mayor of Easttown. Easttown. E-A-S-T-T-O-W-N. Donc, Mayor, c'est un prénom. C'est joué par Kate Winslet et c'est vraiment bien foutu, bien fait. Pour moi, c'était un peu une nouvelle façon de repenser l'Amérique aujourd'hui. Ça se passe à Philadelphie, mais enfin, c'est de voir comment l'Amérique bouge aujourd'hui
à quel point elle bouge et que ça fait peur aussi dans une petite ville. Voilà comment... Alors, donc, ça, c'était assez intéressant. Dans les livres, je dois vous avouer que je viens de terminer un livre de Carter Eshkun, qui est un auteur roumain, solénoïde, mais je crois que c'est pas recommandable. C'est une brique de 800 ou peut-être 1000 pages, je sais pas, mais c'est complètement fou, c'est délirant comme livre. Ça m'a... C'est une somme de connaissances jamais vues, mais je vous assure, il faut prendre plusieurs fois son élan pour replonger dans le livre de cet auteur complètement fou et halluciné, j'ai envie de dire. Donc là, je me sors de solénoïde, j'ai un peu de mal. Sinon, juste avant, c'est Olga Tokarczuk, une auteure polonaise qui a remporté d'ailleurs le Nobel, qui est assez impressionnante aussi. Et là, c'est vrai, ouais, c'est des questions qui reviennent tout le temps, puis je me fais prendre à chaque fois. Bon, enfin, dans le livre solénoïde, mais comme je vous dis, je ne sais pas si c'est vraiment recommandable. Je ne sais pas trop. Ok, bon, il y a de quoi faire. Merci. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Brigitte, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci, j'ai trouvé ça très rafraîchissant. Merci à vous. C'est vraiment très sympathique, cette invitation. Ce livre que vous avez soutenu a été entre les mains de 200 à 300 élèves d'Amérique latine. Donc, c'est aussi une sacrée récompense, j'imagine, pour vous qui avez porté ce livre à bout de bras. Justement, le succès passe par là. Alors, pour moi, c'est ça un succès. Merci beaucoup. Merci à vous tous et merci à vous, Lola, d'avoir organisé cette rencontre. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.